le module 4. Mais comme je sais plus exactement ce que j'ai mis, je voulais revoir ça un petit peu avec vous. Peut-être que vous n'avez pas regardé le module 4 au complet. Alors, les Ouais. caractéristiques et les distinctions entre B2B et B2C. D'après vous, qu'est-ce que vous pourriez citer? Le volume à cibler. Ouais. En tout cas, Tu- le montant dépensé. Ah, Ah ouais, moi je puis parlais plus sur la cible en fait que pour oui, en fait c'est lié Ah oui, ouais. le Le volume, il y montant a à moins de dépenser monde, c'est pour. ça que tu veux dire? Comme je me précise un peu, c'est que le volume, on va dire le montant financier pour toucher une population B2C est plus important. Alors, dans certains cadres, oui, pas tous d'ailleurs, mais effectivement, pour certains marchés ou dans certaines choses, ça peut arriver qu'il y ait des barrières à l'entrée qui soient en lien avec Oui. la structure, les ressources, le capital social, le nombre de salariés, etc. Oui, ça, c'est possible. Quoi d'autre? La relation au commerce, on va dire au niveau des finances, on va dire quand tu es sur un marché B2B, tu parles le même langage. Quand toi tu es un business aussi. Alors que le B2C, t'as pas les mêmes codes de langage. C'est pas la Oui. même, tu touches Mhm. pas au même levier, je trouve. Ok. Pas d'autres idées, Isabelle? Non. il y en a déjà, Christopher a déjà pas mal dit ce que je voulais dire. Oh là là, satané Christopher. J'ai spoilé. Euh, euh, il était plus vite. C'est correct. Mhm. En C'est peut-être fait, plus concurrentiel en B2C aussi qu'en B2B. euh, Ça dépend des secteurs, mais c'est peut-être plus. je sais pas Moi, si on pourrait dire que c'est plus concurrentiel parce qu'au final, moi je trouve qu'il y a une facilité à aller en B2B quand même. En fait, pourquoi? Parce que c'est un système de tiroir. Et logiquement, à partir du moment où vous travaillez avec une typologie de clients B2B, c'est beaucoup plus facile de trouver des clients similaires. Parce que ok. la réputation se fait dans les réseaux similaires, parce que vous avez un portfolio qui est à montrer en lien avec. Et donc, c'est vrai que souvent, en plus, ça parle aux gens si vous prenez des exemples similaires, vous voyez? Donc, C'est en mieux gros, structuré au final, c'est ça que tu veux dire un petit peu. ouais, ouais, ouais. Bah, en fait, je l'ai remis là un petit peu le détail. On dit que c'est un principe de tiroir, c'est-à-dire qu'avec travailler avec un client dans une niche va apporter des clients similaires à la fois par le bouche à oreille et la visibilité que ça va apporter. Mais tu as raison, il faut redire que les montants sont élevés et en général plus longs à activer. Dans le sens où le B2C, ça se fait plus vite souvent. Les gens, ils ont une idée de ce qu'ils veulent et ça peut être plus rapide. Par contre, il y a plusieurs décideurs en B2B souvent, donc c'est plus long. Le cycle peut prendre entre plusieurs semaines à plusieurs mois et il y a plein de critères qui peuvent entrer en ligne de compte qui fait que parfois on perd la mission. Mais en général, c'est une cible qui revient et qui crée une récurrence plus souvent aussi que le B2C. Hein. Parce que, par exemple, si moi je prends les écoles, j'interviens dans des écoles chaque année et donc j'ai pas beaucoup de prospection à faire pour renouveler les écoles. Euh, Ouais. Souvent, on a voilà des missions, ce qu'on appelle au long cours, et ces étapes du cycle de vente sont utiles et intéressantes parce que elles sont dans un système de boucle que vous voyez ici. Donc, dans un premier temps, trouver un moyen de générer du lead, génération de lead. Puis, les qualifier. Là, c'est ce qu'on est en train de faire, nous, avec une stratégie. Alors, on fait toujours plein de stratégies. Je vais vous en montrer d'autres exemples. Mais par exemple, on a listé toutes les personnes qui sont abonnées à notre newsletter sur LinkedIn ainsi que qui me suivent mais qui ne sont pas abonnés avec mon profil. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des niveaux 2 et 3. Vous savez, c'est pas les niveaux 1, c'est les niveaux 2 et 3. Ces gens-là, j'en ai parlé dans une newsletter il y a pas longtemps. Ces gens-là, ils vous suivent, ils s'intéressent à vous, mais ils se sont pas connectés. Donc je me suis dit, ça peut être utile d'aller regarder qui c'est. On a listé tous les profils. Il y en avait 600. Ouais, donc un bon moment. Et ben après, il faut les qualifier et regarder chaque profil, est-ce qu'ils sont intéressants ou pas pour moi. Et une fois qu'on les a qualifiés, on les intègre dans des listes pour venir les prospecter avec des stratégies différentes. C'est ça la qualification. Hmm, ok.
Par exemple, Isabelle, j'essaie de transcrire, de transposer un peu un exemple un peu qui pourrait te concerner par rapport au groupe. Je me dis, en France, il y a les CSE. Les CSE, ce sont dans les entreprises, les comités sociaux, social écologiques, je crois, ou je sais plus. En tout cas, ce sont des salariés qui se regroupent entre eux. C'est une obligation légale pour tout un ensemble d'infos par rapport à l'employeur, pour les RH, les éléments comme ça. Et ils ont aussi souvent un lien avec des offres spéciales, tu vois. OK. On leur donne une offre parce qu'ils sont adhérents à Airbus ou parce qu'ils sont adhérents à une grande boîte. Ils ont des offres promotionnelles. Et ces CSE-là, bah, évidemment qu'il y a plein de gens en B2B qui se disent, il faudrait que j'ai une offre pour les comités, tu vois, les comités, les CSE. Comités. Comité d'entreprise, ouais. Ouais, c'est l'équipe. Avant, ça s'appelait comité d'entreprise. Maintenant, ça s'appelle CSE. OK. Et donc, j'imagine, et je sais pas si c'est le cas au Québec, mais j'imagine qu'il y a peut-être des trucs un peu similaires, tu vois. En fait, le CSE, Euh, je- c'est le mélange en fait entre le CE, qui est ce que raconte Cyril, faut que je CE. regarde. et le mélange de l'entité qui s'appelait CHSCT, donc qui Ouais, s'occupait de l'hygiène et la sécurité au travail. ouais, Donc Macron, le président, en fait, a tout mergé en un seul sujet pour que ce soit plus simple, et c'est obligatoire en France à partir de 50 employés. voilà. Donc il faut voir Oh, le droit social au Québec, ouais. voilà. Faut que tu regardes, Isabelle, si dans les entreprises, ils n'ont pas ces regroupements-là, parce que pour toi, ça pourrait être une cible intéressante, tu vois. Ouais. Puis ça, tu parlais de groupe, mais tu sais, il faut que tu amènes des offres. Il faut que tu amènes des offres spéciales. En Oui, il parenthèse, faut que tu aies c'est une différenciation. Ouais. pas. Puis ma différenciation, c'est quand j'ai des prix concurrentiels avec des fournisseurs. Tu sais. Puis ça, tu sais, ça se travaille. Tu sais, c'est pas. Puis il faut être, comment je veux dire, pas être rapide, là, mais faut que je fasse faut que j'aille des offres, je fasse des soumissions, puis c'est beaucoup de travail en amont, là, mais ça peut être quelque chose d'intéressant aussi. Après, Bref, OK. Oui, donc tu donc vois, Isabelle, pour un CSE rapidement, en fait, le principe, en gros, c'est pour proposer un pourcentage de réduction selon des conditions. C'est juste ça. Et après, toi, tu es capable de le faire. Si c'est pas possible et ça se fait pas au Québec, ça vaut pas la peine de rentrer dedans. Moi, j'avais regardé pour mon domaine, c'était trop compliqué, ouais. Ben, dans le fond, ce qui se fait, c'est que, mettons, c'est les prix. Tu sais, quand on regarde un prix, mettons, vous regardez un voyage à l'individuel, tu sais, vous partez avec votre petite famille, ben ça, vous regardez en ligne, vous avez un prix, mais moi, je suis capable d'avoir, mais il faut que je les monte, là. Je suis capable d'avoir des prix de groupe. Des fois, il peut y avoir des différences de 500-600 $. mais ouais, Tu mais sais, fait que Ouais, c'est ça, ça. c'est ça, sauf que ça, il faut que je les prépare. Comment je peux dire? Il faut que ça soit des offres. C'est des offres particulières. Fait que je m'envoie à tel hôtel, prendre un vol de Montréal ou de Québec ou peu importe. Puis je suis capable de canner des prix, tu sais. Mais il faut Ok. vraiment que je sois d'avance, là, tu sais. Fait que il y en a plein qui font ça, puis c'est ça qui me crée. C'est ce que je remarque là, avec mes collègues, c'est que c'est ça qui crée une récurrence au niveau de l'entrée d'argent. Oui. Parce que là, présentement, les gens, là, ils regardent beaucoup les spéciaux, puis là, c'est comme, ils regardent genre dans 2 mois. Tu sais, mais moi, je peux pas juste budgéter mon budget sur du court terme. Tu sais, il faut que je regarde du moyen et long terme, puis c'est les groupes qui peuvent faire que Mm. je peux m'en sortir. Tu sais. Fait que ça sera à regarder, là, selon, avec ce que ouais, vous me dites, là, je vais bon, regarder ouais, au Québec. Ouais. c'est ça. C'est exactement ça. Donc, OK. d'abord, l'idée, c'est déjà trouver un moyen de trouver leurs coordonnées, donc la génération de leads. Après, c'est de qualifier pour le marketing, c'est-à-dire scinder et travailler sur les listes pour voir qui est vraiment intéressant ou pas, etc. Donc ça demande un peu de temps. C'est vrai que de plus en plus de gens disent qu'il faut qu'on trouve des moyens de mieux qualifier, automatiser. Moi, pour l'instant, je fais pas trop confiance à tout ça, donc je préfère le faire à la main. OK. Après, le lead nurturing, ça, j'ai fait un blog, enfin, j'ai fait une vidéo complète là-dessus. C'est envoyer du contenu qui peut intéresser vos cibles et pas que du contenu commercial. C'est-à-dire que oui, il peut y avoir un système de mailing et j'ai traité ça dans le blog 4. Mais si vous envoyez que des mails de vente, honnêtement, les gens vont pas l'ouvrir beaucoup, hein. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un équilibre, un juste équilibre entre, en gros, vous les forcez un peu à vous être abonné, à s'être abonné à une newsletter qui est la vôtre, par exemple, et après, de temps à autre, vous faites une offre un peu plus commerciale. OK. Est-ce que ça peut être aussi le fait d'interagir sur les réseaux sociaux?
Bah, c'est difficile de joindre les personnes que tu contactes par mail versus qui sont sur les réseaux sociaux. Ok. Parce En que fait, oui, là-dessus, le cycle de vente en B2B, ça se fait très très peu. Ça se fait au niveau de la qualification sur les réseaux sociaux, mais après, c'est pas les DM ou les éléments qui donnent le plus de résultats sur les réseaux sociaux. ok. Une fois que vous avez fait du lead nurturing régulièrement, ben vous allez regarder dans votre boîte d'envoi, qui est-ce qui ouvre les newsletters régulièrement, qui est-ce qui clique, et ces personnes-là, normalement, sont des personnes plus enclins à venir acheter éventuellement ou s'intéresser à votre offre. Donc, on dit qu'elle arrive en quatrième niveau, la qualification pour les commerciaux. De là, bah évidemment, faut avoir une autre stratégie uniquement pour ces gens-là, de démo ou d'argumentation. En gros, là, c'est là qu'on a un entretien de vente, hein. Est-ce qu'on peut dire que c'est un prospect chaud quand tu es en qualification par Ah les oui, commerciaux ou oui, pas? oui, bien Ok. sûr. Là Ouais, t'es chaud à ce niveau-là alors. Ok. ouais, ouais, on est arrivé sur le prospect chaud. Ensuite, la proposition et le traitement des objections, c'est-à-dire avoir à l'avance déjà réfléchi sur qu'est-ce qui va être les freins des gens que vous allez avoir au téléphone ou en visio ou en live si vous les contactez en live, puis le closing, la fidélisation pour repartir sur un autre cycle de vente. Donc, vous voyez l'idée d'un cycle de vente B2B, on est beaucoup plus dans la proactivité d'aller interrompre le quotidien des gens. On est vraiment dans ce qu'on appelle le marketing d'interruption. Donc les étapes, évidemment, sont un peu différentes de tout le contenu qu'on peut communiquer at large en extérieur des réseaux sociaux, puisque cette fois-ci, on cible les gens. D'ailleurs, je vais vous montrer des exemples. Moi, j'ai cartographié, alors ça me plaisait pas trop, mais j'ai essayé de cartographier les ups, les différentes stratégies qu'on a faites depuis le début en outbound. La différence, les résultats sont pas trop écrits, hein, parce que bah, souvent le problème que j'ai moi, c'est qu'on commence une action, ça dure quand même un moment et au bout de 2 semaines, j'ai un agenda surchargé de plein d'autres trucs. Il faut quand même avoir conscience qu'un cycle de vente B2B, il est quand même relativement long. Ça, je m'en rends compte, ouais. Pour l'avoir un petit peu qualifié. Je suis en train de le qualifier par rapport à un prospect, justement, c'est vrai que ça met du temps. Et Ouais. c'est parsemé d'embûches aussi, surtout. Parce que C'est toi, quoi? ce que tu disais sur le fait que, comment dire, tu rentres dans un tiroir, mais ton Ouais. tiroir, tu peux avoir des ramifications dont tu n'as pas tu peux Ouais. penser, mais tu n'en as pas forcément l'existence. Et oui, c'est exactement ça. Alors, je vous montre toutes les actions qu'on a essayées en stratégie d'acquisition. Bon, en bas, on avait mis entrepreneur fauché. Pourquoi? Bah, c'est parce que on s'était dit, on va recommuniquer sur les aides qui existent à la formation et on avait une base de données de personnes qui nous suivent, mais qu'on ne sait pas vraiment si ils ont du budget pour faire appel à nous. Donc voilà, ça c'était une stratégie pour le coup. Elle est encore un peu en cours, mais j'y mets pas une grande attention. OK. Après, on avait fait un mini tunnel B2C. Il y a une erreur là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on avait fait un livre blanc, je sais pas si vous vous souvenez, qu'on fait une fois par an. Et en 2024, comme en 2025 d'ailleurs, l'année dernière, on avait mis un budget en ads. Cette année, je l'ai pas remis parce que je ressentais pas le besoin. Mais en 2024, et en 2023, ça nous a quand même amené 450 suiveurs sur les réseaux sociaux qui se sont inscrits à notre newsletter qui s'appelle L'Algo a changé. Donc OK. là-dessus, ça nous a amené des potentiels de prospects. C'est quoi des appétences numériques? Ça veut dire qu'en gros, ils ont un certain goût pour le numérique et que notre livre blanc, il avait l'orientation découvrez tous les outils d'IA OK. qui peuvent vous servir, tu vois. Ah, OK, c'est bon. En 2025, j'ai relancé, mais un peu moins, tu vois, et il y en a 70 qui sont rentrés dans la base de données. Ensuite, on a
deux autres actions que j'ai menées, une auprès des startups toulousaines. Donc j'avais recensé toutes les startups toulousaines en me disant mes services pourraient les intéresser. Ça, c'est une très mauvaise idée pour le coup. Autant les autres peuvent encore me servir parce qu'ils sont dans la base de données, autant celle-là, je me rends compte que je pense qu'il y a une concurrence énorme sur tous les prestataires qui se disent je choisis les startups comme cible. Et Ah, ça OK. n'a rien donné. Mais OK. vraiment rien du tout. Après, les startups, tu peux les mettre aussi dans les fauchés, hein. Ouais, ça dépend lesquels, parce que là, en ce C'est moment, ça, c'est au je suis démarrage. chez Inco, je peux te dire, ils ont eu une subvention tremplin, elle est pas mal, hein. Ouais, ouais, mais ils ont besoin de gratter beaucoup de choses aussi avec. Et ils payent leur formation avec le tremplin. Ils payent leur formation, ouais, Ils peut-être. payent en partie, si. Ouais, ouais. Et il Christopher, leur est-ce que reste un tu peu peux de sous. transférer dans la salle de pause le lien de ce soir, s'il te plaît, parce que... Ah, je suis Ah, en ok, train de le faire. ok, super, Ouais, merci. Je suis en train de le nickel. faire. OK, fait que. Toum, toum. Ah, de pause, c'est ça. C'est de la salle de pause. Ensuite, il y a une autre stratégie qu'on a mis en œuvre qui était la cible des artisans. Donc, on a listé tout un ensemble d'artisans, des personnes qui, pour moi, pouvaient être intéressées parce qu'en gros, l'année dernière, il y avait des aides aussi à la formation. Donc, ça a un peu développé notre base de données. Il y a eu quelques emails d'ouverts. J'ai eu la chance de faire une présentation dans le réseau Synertiel, mais pour l'instant, ça va pas donner grand retour. Et je suis un peu fatigué des artisans comme cible. C'est compliqué. Ouais, ouais. Mais ils ont toujours des raisons pour pas, voilà, pour pas avancer. Donc voilà, bref. Là, voilà un petit peu les stratégies qu'on a en ce moment. Alors, d'abord un gros sur l'immobilier. On a listé toutes les agences immobilières de Toulouse. L'idée, c'était de leur faire parvenir des emails sur voilà, voici nos services, notamment en termes de formation. Vous auriez peut-être besoin de développer votre clientèle via le web. Au départ, on avait fait deux mails. Ça avait donné la moitié des ouvertures, c'était correct. Mais j'avais un peu abandonné parce que j'étais pas sûr qu'il y avait encore des aides à la formation cette année. Et là, la semaine dernière, j'ai appris un autre truc que, notamment sur l'IA, il y a des aides. Donc, je vais reprendre cette base et je vais vous montrer sur Brevo que j'ai des listes pour chacune des stratégies que j'ai faites là. Je vais reprendre cette base pour les agences immobilières et avoir une stratégie à minima email plus sans doute des prises de contact directes. On est d'accord que quand tu envoies des emails comme ça, tu le fais systématiquement avec Brevo. Tu Ouais, l'envoies pas en mail, tu l'envoies pas en mail ouais, ouais, direct. je vais te montrer les listes après. Ok. Ensuite, alors un groupe WhatsApp d'un ensemble de gens qui ont acheté une formation en ligne qui n'est pas la mienne, mais que j'ai accès aux data. Je me suis dit ça pourrait être intéressant. Pour l'instant, on a juste compilé les gens. Je me dis s'ils ont acheté une formation spécifique, ils sont capables d'en acheter une autre. Nous, c'est pas qu'une formation, c'est un programme d'accompagnement, mais je m'étais dit ça peut être une bonne cible aussi. Coucou. Allô? Juste pour info, Ludivine, mais après je vais l'annoncer à ceux qui arrivent après, on a un autre lien pour 17h40, donc dans un quart d'heure, faudra que tu redemandes un lien parce que c'est des 40 minutes. Ok, mais c'est bon, c'est arrivé dans ma messagerie. Ah ok, Ils n'arrivaient pas les messages. d'accord. Autre exemple de stratégie qu'on a mis en place à Outbound. Donc là, c'était, je vous l'ai présenté, je crois, la dernière fois pour ceux qui étaient là. L'été dernier, j'ai fait la liste de tous les responsables pédagogiques via LinkedIn. Et l'idée, c'était de renouveler deux écoles dans lesquelles j'étais. Et en un mois, c'était fait. Donc je suis quand même allé au bout de l'exercice parce que je voulais quand même développer un peu plus des directeurs pédagogiques peut-être pour l'année prochaine. Mais voilà, j'ai fait des mails, j'ai fait des DM et la prise de contact s'est fait assez vite. Enfin, une dernière stratégie outbound que j'ai pu faire, cette fois-ci toujours en B2B, mais qui peut avoir l'image d'un B2C, c'était d'organiser un live sur l'IA cet été que j'ai communiqué par LinkedIn et qu'on va relancer en décembre. L'idée, c'était de faire un live gratuit de 45 minutes et que à l'issue de ce live, on présente un peu à tout le monde le fait qu'on est organisme de formation et qu'on fait des formations sur l'IA et qu'après, il y ait du séquençage mail auprès des gens qui se sont inscrits. Alors, pour le coup, je vais vous montrer. Oui, Ludivine? D'une manière générale, quand tu fais une masterclass, c'est de la stratégie outbound.
Alors, non, le fait de faire une mastercard, c'est plutôt inbound, mais moi, je suis allé chercher les coordonnées de tous les inscrits. Ah, ok. Et le fait d'aller chercher leurs coordonnées et de mettre en place derrière des séquençages mail, des prises de contact, etc., c'est de l'outbound, tu vois. Oui, donc l'objectif, en fait, quand tu fais une masterclass, il est double. C'est un, potentiellement peut-être de vendre suite à ta masterclass, Voilà. et deux, comme ils s'inscrivent à la masterclass avec leur adresse mail, c'est de pouvoir lancer une séquence mail après. Exactement, séquence mail. Et puis à la toute fin, je les ajoute en plus sur ma newsletter de l'algo à changer. Hmm. Donc, vous voyez, là, j'ai toutes mes listes sur Brevo. Et ça demande donc d'avoir des listes spécifiques pour chaque cible. Donc, si on retourne en arrière, bah, moi, j'ai mes anciens formés et clients, j'ai mes partenaires, j'ai des formateurs. Évidemment, j'ai l'algo à changer avec toutes les gens qui reçoivent notre newsletter. J'ai des agences presse parce que de temps à autre, on veut communiquer aussi auprès de la presse. Ça donne pas de grands résultats aujourd'hui. J'ai les adhérents d'Incoplex puisque je sais l'incubateur dans lequel j'interviens, leurs emails. Donc, même chose, je leur ai fait un mail de remerciement et après, je les balance dans l'algo à changer. Le Spritz, c'est un réseau d'entrepreneurs qu'on a sur Toulouse, donc il y a tous les gens qui sont inscrits. Les agences immobilières, je vous en ai parlé il y a quelques minutes. Les ateliers Google, c'était une autre stratégie que j'ai pas mis dans le board mix. Ça a pas donné grand-chose, c'était pareil, c'était un peu dans le même genre que les live LinkedIn, les live LinkedIn, mais je voulais les proposer à des incubateurs ou des réunions de coworking, vous savez, des endroits qui font des coworking. Et puis finalement, on a eu beaucoup de portes closes et puis j'avais pas le temps de faire des rappels. Enfin, c'est toujours pareil. Il faut essayer de vraiment, une fois qu'on a des idées, c'est qui ouvre les mails, etc. Bah après, c'est de les contacter, quoi. Le live LinkedIn, donc vous voyez, on a quand même eu beaucoup de contacts. Euh, et après, officiellement, en fait, il y a une distinction entre le live LinkedIn et les inscrits au live. Ça, c'est tous les gens qui sont inscrits à la page, à l'événement. Et ça, c'est les gens qui se sont inscrits sur la landing page. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est que bah on a fait un Excel où on a répertorié tous les profils des gens sur LinkedIn qui s'abonnent, qui potentiellement ont regardé le live en fait. Je vous le montre. Hop. Après, en termes de ressources là-dessus, vous étiez combien pour faire ce listing-là? Du coup, tu étais appuyé par une ou deux personnes pour le faire? Une. Une personne. Mm. Oui, puis c'est Et pas. ça prend combien de charges de travail, à peu près? Tu sais le dire, à peu près, le chiffrer? Attends, déjà je vais te l'ouvrir et puis je te dis juste après. Je vais quand même alors bon, évidemment il nous reste que 10 minutes pour l'instant, mais je veux au moins vous montrer ça et vous montrer aussi sur Notion quelle était ma réflexion sur la stratégie. Parce que il y avait quand même une grosse réflexion là-dessus qui est encore en cours d'ailleurs parce que le live et la conférence, ce que tu appelles une masterclass ou divine, fonctionnent à condition de le faire aussi régulièrement. Mhm. Il y a le fait que là, c'était la première, c'était en plein de mois d'août. Bon, je pense qu'il y a pas mal de gens qui l'ont regardé parce que quand même, il y a eu pas mal d'inscrits. Mais on a appris deux, trois trucs qu'on savait pas. Par exemple, c'est que le nombre d'inscrits au live, il est maximum 100 par semaine. C'est ça, Bastien? 100 inscriptions par semaine sur le live LinkedIn ou... Sur le live LinkedIn, on peut envoyer 1000. Non, 1000, c'est ça. On peut faire que 1000 par semaine. Et comme on l'avait lancé 2 semaines ou 3 semaines avant, on n'a pas pu inviter tous mes suiveurs déjà sur LinkedIn. Donc ça, c'est très dommage, vous voyez. Donc on saura pour la prochaine fois qu'il faut s'y prendre plus que... Enfin, moi, j'ai 5000 suiveurs, je crois. Faut aussi prendre plus que 3 semaines. Parce que pour le coup, le fait d'inviter toute votre communauté sur LinkedIn, bah, les gens l'ont beaucoup vu. Et ça a été beaucoup plus pertinent qu'un post, si j'avais fait un post, si vous voulez. Et comment tu invites toute ta communauté? Eh Tu ben, t'envoies un MP? non, tu envoies, il y a une invitation dans l'événement LinkedIn où tu peux envoyer une invitation à ta communauté. Ah, ok, d'accord. Ok. Alors, où est passé le live LinkedIn? Euh, Ah, il est là. Donc d'abord, j'ai cartographié un petit peu comment ça allait s'organiser, vous voyez.
et qu'est-ce qui se faisait après. Donc, en gros, je prenais tous les inscrits, je faisais un DM de remerciement. J'ai fait des DM à tous ceux qui se sont inscrits dans l'événement. Ah, c'est un Les copier-coller. 1500 là? Oui, mais c'est un copier-coller. Ouais, oui. Après, on a fait les recherches d'emails, puis un séquençage de 3 emails. S'ils n'ouvraient pas les emails, on abandonnait la stratégie. S'ils ouvraient les emails, je les ajoutais à notre base de données pour avoir du nurturing après. Et donc l'idée, c'était d'avoir deux types de cibles, pardon, et que évidemment, les formateurs indépendants, les pros ou les étudiants n'étaient pas des cibles pour nous. Donc on les déqualifiait de notre audience. Le séquençage de mail était inscrit comme, premièrement, remerciement, puis un lien vers le replay, 2 jours après le live. Le deuxième mail, rappel 15 jours après le premier mail. Et le troisième mail, mise en avant de la formation. J'avais pris l'exemple, donc ça c'était un peu notre organisation au niveau de la communication. Tchouk, tchouk, tchouk. Excusez-moi. Merde, il s'est pas ouvert, non? Ah non, il s'est ouvert là. Hop, sur les inscrits au live. Ça doit être celui-là, le dernier. Alors là, vous voyez, il y a beaucoup de masqués. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de gens qui ne m'intéressent pas. Ah non, si, qui m'intéressaient, mais s'ils sont numéro 2, c'est plus compliqué de converser avec eux, d'avoir un échange, vous voyez? Donc pour le coup, on a d'abord ciblé tous les gens qui étaient déjà en relation avec nous, enfin avec moi en l'occurrence. Et au final, là c'est le fichier final, hein. Le précédent, il est où? C'est celui-là? Non, t'as l'analyse, oui, l'analyse musculaire. Ok. Parce que ça, c'est la fin, vous voyez, c'est les gens qu'on contacte une fois qu'on a suffisamment segmenté. Tu parles de la segmentation de tous? Ouais. J'étais en train de le faire, là, justement. Ah non, c'était sur les plus 2 plus 3, non? Ouais, plus de plus 3. Ouais, c'est pas la même chose. Ah, c'est pas le même. Non. Ah, ça devrait être pas lui. Ok. C'est ça. En tout cas, vous voyez, sur la fin, une fois qu'on a bien qualifié tous les gens, bah, on a les liens vers le profil et on a le niveau, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de cibler les gens qui me connaissent déjà, vous voyez, qui sont en relation avec moi. Eh bien, j'ai trouvé les numéros de téléphone, j'ai trouvé les emails. Et après, on les a contactés, on s'est départagé un petit peu les prises de contact et on a mis derrière qu'est-ce qu'on avait comme retour. Les numéros de téléphone, tu les as eu comment? C'est par Le logiciel même qui outil permet de... que le scrapping d'email. Ok. C'est Il y en comme a outil plusieurs scrapping. qui vous Ok. sont donnés dans les tutos et je pense que c'était Casper cette fois-ci. Ouais, c'était Casper. Ouais. Mais il y en a 2 autres qui sont donnés dans les tutos en ligne, hein. Et il y a des gens pour qui on trouve pas, hein, forcément. Là, pour le coup, j'ai deux prospects en cours. Et on va relancer en décembre, et évidemment qu'on va retravailler la même base en ressuscitant les personnes et en leur disant, voilà, on réanime une formation, un masterclass, appelez-le comme vous voulez, et on ira beaucoup plus loin. Et ton target pour le closing, on va dire ça comme ça, du moins pour arriver au stade, on va dire, par les commerciaux, tu étais sur une base de 1500 et tu en as combien à peu près qualifié? Une trentaine. Ok. Tu es sur du 2% alors. Ok. Ouais, mais c'est souvent comme ça, hein. On dit toujours que 2 à 3% de notre audience est prête à acheter ou est vraiment intéressée par ce que tu lis. Donc, il y a tout un ensemble de gens qui ont assisté au live et qui sont pas forcément utiles. Et on a fait une erreur, c'est qu'on aurait dû mettre 2 personnes propriétaires du live. Moi, j'ai mis juste ma page, moi personnellement, parce que je me suis dit comme ça, je pourrais inviter toute ma communauté. Sauf que j'aurais dû mettre la page aussi, parce qu'en mettant la page, on peut plus facilement avoir accès aux gens qui se sont inscrits. Ok. Ça, c'est une autre erreur, donc la prochaine fois, je mettrai les deux. J'essaie de vous retrouver le live en question, mais là, ça va bientôt terminer, donc on va aller dans la nouvelle visio, parce que elle est déjà ouverte depuis 17h30, comme ça, on pourra continuer tranquille. Ok, à tout de suite. Ok, à tout de suite. Marche à toutes.
Euh, je sais pas combien de personnes au final. Au Oui, total, quand tu avais répondu à l'invitation via LinkedIn, Ouais. 3000 personnes, je pense. tu recevais les documents, c'est ça? Non, justement, eux, ils recevaient rien. Ils avaient juste un lien où, en gros, ils savaient que le live aurait lieu là. Donc, en gros, qu'ils viennent Et, à l'instant T ou qu'ils viennent après en replay, bah, en fait, ils pouvaient voir le live, quoi qu'il arrivait. Et je et donc, voulais, toi, ce que tu veux dire, c'est que tu leur as dit, allez vous inscrire sur la landing page. ouais, pour avoir la Pour... certitude d'avoir le lien et les slides. En fait, Et ça, ils l'ont. faut réussir à trouver qu'est-ce que tu peux donner pour que les gens ils s'inscrivent, en fait. Et c'est vrai que, Donne-leur un goodies. ben ouais, c'est compliqué. Mais c'est pas C'est un un goodies souci numérique, ouais. faire le goodie, c'est pas le souci. Mais du coup, j'avais pas compris que tu avais une différence entre les gens qui s'inscrivent. En gros, il fallait qu'ils s'inscrivent deux fois. Oui. Mais parce qu'en fait, c'est ça le plus dur, c'est de trouver pourquoi est-ce que les gens laisseraient leurs coordonnées, quoi. Et moi, j'ai pas trouvé autre chose que les slides. Mais peut-être qu'il y en a, hein. Il faut peut-être mieux s'organiser ou plus travailler ça en amont. Ça dépend des métiers. Moi, effectivement, j'ai plein de guides et puis je peux faire une vidéo de sophro. Enfin, j'ai des... À voir. À voir, faut trouver. Et puis c'est vrai au final, c'est ça qui va te dire si la personne elle est vraiment motivée ou pas. Est-ce que quelqu'un peut envoyer le nouveau lien à Susanna, s'il vous plaît? Ouais, je vais me connecter sur WhatsApp. Et, Hop. depuis le PC, je vais lui envoyer. Donc je reprends un peu le fil des slides, puisqu'au final, ça vient un peu compléter l'exemple que je vous ai donné. En l'occurrence, dans une stratégie B2B, évidemment, il faut que une entreprise ait le besoin d'avoir appel à, voilà, à soit des compétences, soit à quelqu'un, parce que sinon, bah, ça sert à rien. Ensuite, il faut définir des critères et un cahier des charges. Comment est-ce que le besoin va être formalisé, avec qui, dans quelle direction, etc. Puis, et c'est là qu'il faut savoir se situer, la recherche de solutions et le benchmark de fournisseurs. Il faut étudier toutes les options qu'une entreprise peut avoir sur le marché. Et aussi la réputation de ces gens-là, qui sont des concurrents pour vous. Hello! Hello. Ensuite, l'évaluation, enfin, c'est toujours la même idée, hein, vous voyez, de comment est-ce que en B2B, les gens ont un processus de sélectivité de En fait, la... le benchmark, c'est ton positionnement aussi, au final. Hein? Quand tu te compares par rapport aux autres, c'est pour Oui, te oui, bah positionner oui, en termes ça de t'aide position de à valeur, ça, savoir. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ok. Donc, vous voyez, on a ces étapes-là qui sont vraiment de l'ordre de voilà, du travail qui est fait en B2B, voilà, avec les différents cycles. Et on dit qu'en gros, il y a un DMU, c'est-à-dire un Decision Making Unit, c'est-à-dire un process de sélectivité du prestataire auquel on va faire appel. Il y a peut-être quelqu'un qui va être l'initiateur, celui qui identifie le problème ou le besoin. Il y a l'utilisateur, celui qui va acheter ou qui va être en finale la personne qui va consommer. Il y a éventuellement le prescripteur, qui est quelqu'un qui recommande une solution. Et vous avez la personne qui signe le chèque en bas, qui peut être le financeur. Voilà, toute la décision, en fait, n'est pas unique sur une personne. Comprenez? Ouais, mais souvent, c'est pas forcément celui qu'on cible en premier qui est le plus intéressant. C'est intéressant de cibler. Il faut avoir deux contacts dans une entreprise pour bien faire. Ah bah oui, puis il y a de chances que vous en ayez plus que deux d'ailleurs. Parce que moi je demande, par exemple là on a un client en ce moment sur Muret, je demande systématiquement les filles qui sont les personnes qui sont mes interlocutrices, je demande régulièrement que le dirigeant, la direction, parce qu'ils sont deux, viennent de temps à autre aux réunions aussi, parce que sinon on n'avance pas. Oui. Il faut savoir qui est le décisionnaire. Ouais. Bien sûr.
Alors à ce stade, ce que j'ai montré, c'était quand même en B2B des exemples de gros hacking. Hein. Je vous ai parlé d'aller créer une stratégie mixte inbound outbound et d'aller chercher les coordonnées des gens. Bah oui, c'est une méthode qui n'est pas facilement utilisée. En tout cas, il y a des gens qui le font, mais la plupart des entreprises ne le font pas. Le gros hacking, vous avez un coucou Muriel, vous avez une vidéo dans le bloc 4. Il y a plusieurs types de gros hacking, mais là, je suis sur le gros hacking de faire gonfler, faire grossir votre base de données. Et qui dit faire grossir votre base de données, dit avoir plus de potentiel de personnes qui soient intéressées. Ludivine, je sais que enfin, je t'avais conseillé de commencer à faire une base de données. Est-ce que tu t'en sors un petit peu ou moyen? Pas encore. Je- Non, pas encore. Là, je vais rester sur. Je voudrais pas m'éparpiller, donc je voudrais rester sur l'offre one-to-one en particulier. Bien me mettre dans ma com, tout ça. Là, je suis en train de qualifier mon réseau, donc je crois que j'ai déjà supprimé 300 personnes. Mhm. Euh, M'axer vraiment sur le B2B et qualifier le réseau LinkedIn, donc aller inviter aussi d'autres personnes dans ma cible, tout en sachant, tu sais, que moi, j'invite les RH et les responsables QVT qui potentiellement seront aussi les donneurs d'ordre pour après l'entreprise. Ouais. Ouais, mais il te faut quand même une base de données de ces gens-là. Tu vois ce que je veux dire? Ce que je t'ai montré avec notre base de données Brevo, c'est vraiment toutes nos stratégies actuelles et tu as une liste par cible à faire. Mais oui, mais ta liste, tu l'as fait que depuis LinkedIn? Ah non, pas du tout. Non. Ah bah non, bien sûr que non. Là, tu vois, là, il y a les agences immobilières de Toulouse, enfin, on en a listé une quarantaine. On est allé sur les fiches Google Maps et on est allé chercher les coordonnées des gens. Hmm. Là, un Coplex, c'est un incubateur dans lequel j'interviens depuis 2 3 ans. C'est les listes que j'ai vu passer des emails des gens qui font partie voilà, qui sont des startups d'un Coplex. J'avance un petit peu. Donc, pour tout le monde, c'est correct ce que c'est le gros hacking? Hmm. Ludivine, t'as regardé le module sur le gros hacking? Non, mais je vois ce que c'est. Bon, C'est du ratissage large. alors, en tout cas, c'est une démarche qui est originale et un peu inusitée, non conventionnelle pour accélérer la croissance. Il y a plusieurs types de gros hacking. Il y a des gens qui font du gros hacking, par exemple, sur du marketing automation de contenu. Par exemple, ils trouvent un moyen de faire plein de contenu rapidement et le poster sur plein de réseaux. Ça, c'est du gros hacking. Vous voyez? Il y a du gros hacking, celui que je vous ai présenté là, autour d'une clientèle B2B, dans la récupération de leurs coordonnées des gens pour après avoir une stratégie outbound. Et après, je vais vous présenter d'autres exemples parce que pour le coup, on a plein d'options. En l'occurrence, qu'est-ce qu'un bon gros hacker? C'est quelqu'un qui va essayer de trouver des leviers qui lui apportent vraiment voilà, des leads et des opportunités. Pour ça, il faut être curieux, technophile, il y a une faute. Obsédé par la donnée, capable d'expérimenter sans peur d'échouer, parce que comme je vous ai montré tout à l'heure sur mes stratégies, nous, il y en a certaines qui n'ont rien donné du tout. Et c'est situé entre du marketing, du produit et de la data. On a trois types de gros hacking. Vous avez le white hat, ce qui est autorisé complètement en gros hacking. Vous avez le black hat, qui est complètement interdit en gros hacking. Et vous avez le grey hat qui est au milieu et qui est donc une sorte de Tolérant. tolérance. Voilà, effectivement. J'allais dire, c'est pas forcément très éthique, mais beaucoup de gens le font.
Pour revenir au gros hacking, c'est l'un des tout premiers, c'était Xavier Niel en 91. En l'occurrence, il a détourné les clients de 3615 ULA pour servir son propre service de Minitel Rose. Et vraiment, enfin, il y a une série sur Arte qui a été faite là-dessus où on voit les jeunes qui se disent, enfin, ils ne le citent pas évidemment, mais c'est très inspiré de ça. Ils disent, on va pirater les lignes pour aller chercher les clients qu'a déjà le 3615 là. Et ça a marché leur truc. Ceux que j'aime beaucoup en gros hacking, c'était Airbnb. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est bah en fait pour faire gonfler la plateforme au début, c'est ils se sont dit on n'a pas de clients, comment on va faire? Bah en fait, on va aller faire de la promo sur des sites où il y a déjà des clients. Donc tous ceux qui présentent déjà leur logement sur Craigslist aux États-Unis, c'est l'équivalent du Bon Coin en France, hein. Et donc, bah, on va aller les contacter, on va aller mettre un petit DM en dessous et on va marquer, si tu veux que ton profil ait plus de chances de marcher et d'aller chercher les bons clients, viens directement remplir ton profil directement là sur notre plateforme. Depuis, Le Bon Coin a bloqué tous les commentaires. On ne peut plus, évidemment. Enfin, Craigslist comme Le Bon Coin, c'est beaucoup plus difficile d'aller voilà, faire de la com, chercher des gens directement parce que, bah, au final, très vite, on se fait bloquer le compte, quoi. Il y Mais a à beaucoup l'époque, de modérateurs maintenant sur ces plateformes-là. Ouais. bah ouais. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui scrapent les annuaires des groupes Facebook. Ils vont Mais dans des, j'ai, hein? moi, j'ai été victime de gros hacking comme ça. Eh ben J'ai oui. toute ma boutique a été intégrée sur une application dont je tairai le nom, sans qu'on m'ait vraiment donné le droit. En fait, une fois que ça a été fait, on m'a envoyé un mail. Au fait, on t'a mis ça comme ça. Si tu veux revendiquer et modifier des choses, tiens-nous au courant. Et voilà. Ça a été fait sans, comme ça. Ça a été fait, puis après, j'étais devant le fait accompli. Ouais, c'est bizarre. Ça ressemble. Je sais pas si Ben, c'est vraiment C'est du un gros hacking d'ailleurs. Bah, ils avaient besoin aussi, c'est une plateforme qui se lançait et qui avait besoin de récupérer des contacts qualifiés. Mhm. Donc, moi, je mettrais ça entre le grey et peut-être le black. Je sais pas comment tu mettrais, mais Alors, quand c'est du B2C, si ce sont vos données personnelles qui sont scrappées, que vous êtes contacté par email ou par téléphone sur vos données personnelles, c'est complètement black hat. C'est pas du tout autorisé, hein. Autre exemple de gros hacking, bah, vous avez tous les logiciels de piratage. Je vais vous en montrer un ou deux, peut-être que vous connaissez déjà. Je vous ai cité tout à l'heure Casper. Donc Casper, ça permet à partir d'un profil LinkedIn d'aller chercher les coordonnées de ces personnes-là, mail et téléphone. Euh, il y a un outil d'automatisation qui s'appelle Podawa, qui est une sorte de plugin aussi. Alors il y en a plein des plugins pour LinkedIn, mais celui-là, qu'est-ce qu'il fait déjà? Il fait des interactions, des fake interactions. Vous voyez, vous avez des commentaires de personnes que vous ne connaissez pas, mais qui permettent à la publication d'avoir plus de mise en avant. Ça existe sur LinkedIn, ça existe sur plein d'autres outils. Vous pouvez l'acheter sur Instagram. J'ai pas le nom là en tête, mais vous avez des achats de likes et de commentaires aussi sur n'importe quel réseau social si vous voulez. c'est des bots, c'est ça, avec les commentaires un peu bidons. Oui, alors pour le coup, la différence avec Podawa versus ce que je connais sur Facebook et sur Instagram, c'est que sur Podawa, c'est des vrais profils. Alors que comment ça s'appelle déjà? Sur Facebook, vous avez, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, ce sont des fakes. Ce sont souvent des profils qui n'existent pas et au bout de quelques mois, ils sont supprimés par la plateforme. Là, ce sont des vrais profils. Et comment ça, c'est des mecs qui sont payés avec des vrais profils pour marquer des commentaires à la mort moelleux? Pas du tout. C'est automatisé et les gens qui s'inscrivent à Podawa, je pense qu'ils font partie des profils qui vont mettre des commentaires malgré eux sur d'autres trucs. Vous voyez? Ah, Ah, Moi, c'est ton nom qui est pris pour faire ça. mais oui, j'en ai trouvé un il y a pas longtemps, enfin il y a pas longtemps, C'est Cyril qui a marqué un commentaire, il y mais a c'est pas quelques toi. mois et j'ai prévu d'en faire une com sur LinkedIn justement parce que le mec il a répondu sur notre alors j'ai jamais compris comment c'est arrivé mais il a répondu sur notre page un truc et après il m'a marqué comment ça se fait que c'est écrit là j'ai jamais dit ça et j'étais là oups je pense que tu fais partie d'un truc de Podawa et visiblement t'as oublié que c'était le cas quoi. Ça Merde. fait un peu, ouais, c'est un peu space là quand même. Là, on est dans le grey hat, on est d'accord.
Bah non, parce que pour le coup, je pense qu'il s'est vraiment inscrit. Vous voyez ce que je veux dire? Tiens, je vais vous le montrer, je l'ai trouvé. Euh, Hop, est-ce que vous le voyez là sur mon écran? Oui, Donc, vous voyez, Mm. il a dit ça sur notre page LinkedIn. Est-ce que ces astuces fonctionnent aussi pour d'autres plateformes vidéo? On a répondu, en effet, il suffit d'adapter. Et là, il a répondu, je n'ai jamais écrit ce commentaire, c'est quoi ce bordel? Bah, ça, c'est ta Bien. faute à toi. Parce que moi, je peux pas écrire à ta place, pour le coup. Mm. Mais toi, tu t'es inscrit aussi dessus, c'est-à-dire qu'on peut trouver tes commentaires Non, pas live, du du tout. coup. Pour le coup, je me suis pas inscrit dessus, donc je sais pas comment c'est Ah, tu arrivé t'es pas inscrit jusque-là. dessus, ok, d'accord. Donc Non. Podawa, c'est... Ouais, ouais. Et économiquement, qu'est-ce qui, alors je pose une question, mais économiquement, qu'est-ce qui vaut plus le coup? S'inscrire sur Podawa et avoir des commentaires bidons, enfin, mais qui vont enrichir, enfin, donner plus de visibilité à ta publication ou payer de la pub? Ah non, alors payer de la pub sur LinkedIn, c'est hors de prix. J'aurais du mal à Ça dire coûte combien? J'ai jamais vas-y, regardé. vas-y, parce que honnêtement, vraiment, faut être une bonne PME avec un bon cash flow enfin, pour vous. Je trouve que c'est vraiment mettre de l'argent, hein, pas par les fenêtres, mais vraiment, c'est des trop gros budgets, je Ah pense. oui, c'est si cher que ça? il détecte les faux commentaires. Hein? LinkedIn, il détecte les faux commentaires. Ben, pas ceux-là, parce que c'est pas des faux, c'est des Ouais, profils qui c'est existent vrai. vraiment. C'est des commentaires usurpés, on va dire ça comme ça. Ben, exactement. Quand vous voyez des gens qui ont 200, 300 likes, posez-vous Ouais. la question, est-ce que c'est régulier, est-ce que c'est courant? Je trouvais que ça faisait beaucoup aussi pour certains, ouais. À moins que ça soit des bons connaisseurs, mais bon, ça paraît... Moi, le maximum, je pense qu'on a dépassé une fois la centaine. Je pense que c'est tout, quoi. Et après, on oscille entre 30 et 50 à chaque fois, ou 60, mais jamais 200, 300 vues, quoi. 300 likes. Et alors, là où on le voit facilement, vous faites le rapport entre les likes et les commentaires. Parce qu'il y en a qui achètent que des likes, et donc en gros, après, il y a zéro commentaire derrière. Et c'est surtout sur les publications commerciales qu'ils ont besoin de likes, parce que les gens ne veulent pas interagir avec ce genre de public. Donc en fait, Oui. ils ont ça. En l'occurrence, Podawa, bah, je connais depuis 4 5 ans. Je l'avais testé en gratuit bah, au moins il y a 4 ans. J'avais trouvé que ça marchait un peu, mais ils avaient changé de logiciel en cours de route, et après, je trouvais que ça valait pas le prix. Combien c'était déjà? C'est pas donné, hein. Je pense que vous avez un freemium, donc vous pouvez l'essayer si ça vous intéresse. Mais je crois que c'est au moins